Mon paternel, oui, est guyanais et ma mère est guadeloupéenne d'origine. Mes deux parents sont métis de base, voilà, vraiment très métissés, et mon petit frère également qui est métis. Moi, je suis plus blanc qu'eux. Voilà. À l'époque, on va dire que tout le monde m'appelait le petit Chabin parce que bah, voilà, je parlais un peu créole, j'avais l'accent, j'avais tout le temps dans ma famille, voilà, ma famille qui est très antillaise. Mon paternel a été au courant dès ma naissance que j'étais pas son fils, parce qu'il l'a vu tout de suite. J'ai jamais décelé ça déjà jusqu'à mes 30 ans, mais j'ai jamais remarqué de différence dans son comportement. Quand j'étais avec lui, c'était câlin, bisous, il adorait rigoler avec moi. J'ai jamais eu de tilt ou quoi sur ça. Donc je me suis mis avec ma conjointe actuelle à l'âge de mes 22 ans. Cette personne-là, au bout d'un an déjà, elle commençait un peu à me poser un regard plus précis sur ça, un regard plus en recul. Elle me disait, bon écoute, c'est vrai que c'est bizarre quand même, ton petit frère, il te ressemble pas, hein. Je reçois donc un message d'une personne que j'avais rencontré par hasard apparemment dans le monde de la nuit. Elle me dit, écoute, là actuellement je suis avec cette personne-là, et cette personne c'était l'ami de ma mère. Il a des soucis mentaux, il dit que en gros t'es son fils, il dit qu'il a eu des relations avec ta mère, machin, machin. Donc moi déjà, je monte en pression en 30 secondes parce que bah, déjà t'es qui, d'où tu parles de ma mère. Cet ami-là en question, j'avais appris que bah, il s'était froissé avec ma mère il y a quelques mois plus tôt, donc du coup bah, je contacte cette personne. Et cette personne-là s'est tout de suite mis en mode défense en disant écoute, je suis désolé, cette personne qui est venue te parler, cette femme qui est venue te parler, c'est elle plutôt la malade, c'est elle qui a un vrai souci psychologique. Suite à ça, donc ça a mis un vrai son de cloche déjà à ma conjointe, qui m'a dit tiens, j'ai cherché cette personne sur Facebook, j'ai regardé ses photos, et c'est vrai que il y a des petites ressemblances quand même. Moi, toujours dans mon déni total de voilà, ma mère c'est ma mère, mon père c'est mon père, je disais mais écoute pas ça, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Les mois passent, ma fille naît, et ma mère, on va dire que sur les 5-10 dernières années, de toute façon, elle nous disait, moi les enfants, vous savez, faut faire des petits-enfants, moi je vais pas vivre éternellement, je vais pas vivre très 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 longtemps, machin, machin. Vers mes 27 ans, 28 ans, ça s'est un peu activé. Voilà, elle venait de plus en plus nous voir, fallait qu'on se voit très rapidement, une fois ou deux par semaine. Et même avec ma conjointe, ça devenait un peu conflictuel des fois parce qu'elle me disait, écoute, bon, ta mère elle est bien gentille, mais elle vient nous voir tous les 2 jours. Elle nous parlait un peu de sa santé physique, notamment de sa santé mentale qui avait pris un coup parce qu'en fait elle travaillait dans une société et elle subissait une pression psychologique qui a fait qu'elle a dû se mettre en arrêt plusieurs mois. Du coup, en fait, elle est entrée dans une genre de dépression. Une année plus tôt, elle était admise aux urgences, mais nous, elle ne nous l'avait pas dit. Elle avait fait des examens pareils, mais elle ne nous l'avait pas dit. Elle l'avait dit à quelques personnes de ma famille. Nous, elle nous protégeait, je pense, mais on savait que déjà de base, elle avait des soucis financiers. Elle nous disait tous les mois déjà, c'est chaud pour finir le mois. Elle me demandait des fois des petits billets de 50 € en fin de mois. Et même si elle avait plus d'essence, ma mère a trouvé le moyen de mettre de l'essence, de demander à un ami de mettre de l'essence pour aller voir sa petite fille. C'était impossible qu'elle vienne pas la voir. Des choses vraiment pas logiques avec son état de vie qu'elle vivait, en fait, avec la vie qu'elle vivait. Notamment avec la maison, pareil, qu'elle se retrouvait à payer toute seule. Enfin, c'était pas simple. Voilà. Et du coup, avec l'accumulation de tout ça, ça a fait que bah, son état de santé s'est aggravé. Elle commence à m'appeler un soir vers 22 h. Je me souviens, j'étais avec ma conjointe, on regardait la télé, et elle me dit ouais, ça va, elle a une petite voix. Je dis bah qu'est-ce qui va pas, t'as une petite voix? Elle me dit bah écoute, je sais pas, c'est bizarre, ça va pas trop. Je tousse un peu de sang, je crache du sang. Je lui dis bah écoute, déjà il y a du sang, t'appelles tout de suite le pompier. Elle insiste qu'elle veut pas, elle me promet qu'elle ira demain matin. Elle me dit laisse-moi juste me préparer une petite valise et j'y vais demain matin toute seule. Bien avant, quelques semaines avant, elle se plaignait d'avoir des troubles de la vue. Elle nous fait comprendre qu'elle commençait à avoir des petits signes un peu de fatigue physique à cette période-là, donc. Elle va faire des premières analyses à l'hôpital. Elle est hospitalisée et c'est quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un médecin. Et ce médecin me dit, bon voilà, c'est moi qui m'occupe de votre mère. Vous êtes où là actuellement? Est-ce que vous pouvez venir? Je commence à paniquer, à trembler. Je commence à me dire, ouais mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous inquiétez pas. Il me dit, voilà, c'est juste qu'on a reçu des résultats et il faudrait que vous soyez là, votre mère vous demande. On se rend tout de suite à l'hôpital et arrivé sur place, donc on tombe sur ce docteur
et qui nous dit que ma mère, elle a atteinte d'un cancer. Ils vont commencer à la mettre sous traitement. Je prends déjà un bon coup dans la tête. Vas-y, montre à ta mère que bah vas-y, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc je rentre dans la chambre, bah, voilà, je voyais ma mère sur le lit. Ça m'a fait bizarre parce que ma mère déjà sur un lit, voilà, je savais que déjà c'était bizarre. Dans cet état-là, c'était encore plus bizarre. Ils avaient beaucoup ce côté rassurant, ce côté vous inquiétez pas, de toute façon, on est en train de soulager la douleur, on va trouver un traitement. Depuis le jour où elle a été admise à l'hôpital pour des simples tests jusqu'à son départ, il s'est écoulé peut-être un mois. Quand j'ai appris ça, j'ai contacté ma famille, j'ai contacté les amis, les gens proches. Ça a été dur pour beaucoup de personnes de ma famille, notamment mes tantes, qui ont toujours été très proches. Donc sur les dernières heures, j'ai fait en sorte que ma mère elle ait la présence de tous les gens proches qu'elle appréciait. Et voilà, à un moment, on est sorti, je sais plus, et ils nous disent voilà, là c'est le moment, on va lui injecter le produit pour qu'elle s'endorme, pour qu'elle parte paisiblement. Donc on sort tous, ils font le changement, et donc on se concerte un peu, on parle, ils nous disent que c'est bon, on peut y retourner. Et je me souviens, je suis le premier à ce moment-là à rentrer dans la chambre. Chacun a passé ses quelques minutes tout seul dans la chambre à dire ce qu'il y avait à dire, à l'accompagner. Comme elle me disait, en fait, je me souviens de ces derniers mots, elle me disait, c'est marrant, elle me disait, j'ai l'impression de me croire dans une boîte noire, enfin dans une boîte avec, où en fait tu peux rien faire. T'entends tout, tu sais ce qui se passe, mais tu peux pas bouger, tu peux pas agir, et voilà, tu peux que parler. Et voilà, quand elle ne nous entendait pas, elle parlait, elle disait des choses concrètes. Hein. Jusqu'à ces derniers moments, ma mère n'a jamais dit de choses insensées. J'ai été lui parler, mon petit frère est arrivé, il a été lui parler, et quand il est ressorti, bon, on s'est dit, bon, allez, on va essayer de rentrer, on va rentrer dans la chambre un petit peu, s'asseoir. Et je m'assois à côté de ma mère, et bah, réflexe que j'ai appris en tant que pompier, je touche sa main, je sens que c'est bizarre, c'est froid, c'est bizarre. Je mets tout de suite mes mains sur son pouls, mes deux doigts sur son poignet pour essayer de déceler un pouls. Et en 3 secondes, j'ai vu qu'elle n'avait pas de pouls. Et là, on a su que c'était fini. Là, j'ai essayé, j'ai dit ça y est, c'est fini. J'ai dit elle est partie. Mais voilà, tout le monde était très abattu à ce moment-là et ça a foutu un choc. Surtout de se dire que tout s'est passé en quelques semaines. Suite au décès de ma mère, donc les jours qui suivent déjà, dans cette semaine-là, tout s'enchaîne, les rendez-vous, crématorium et tout ça. Enfin, 48 heures après, j'ai ma conjointe en fait qui m'appelle et qui me dit, voilà, en étant vraiment stressé, elle me dit voilà, j'ai ta tante, elle m'a dit quelque chose. C'est les questions qu'on se posait. Elle m'a dit de pas le dire, mais c'est impossible. Il faut que tu l'appelles vite. Je me souviens à ce moment-là, j'étais en train de faire des courses, j'étais sur le parking du supermarché. Et donc j'appelle et elle me dit, bon voilà, déjà je suis désolé, il faut que tu saches que ta mère, elle nous avait interdit de te dire ça. C'est ce qui a fait que pendant ces 28 dernières années, il y a eu pas mal de conflits de famille dus à cause de ça, où moi je ne le savais pas du tout, j'étais jamais mis au courant de ça. Elle a toujours fait en sorte que je ne le sache pas. Et j'apprends que donc, cette personne, mon paternel que je croyais depuis toujours, n'est pas mon vrai père. Et que mon père, en réalité, est donc cet ami en question, qu'on voyait partiellement comme ami d'enfance de ma mère. Avec cette nouvelle, on va dire que tout se rejoint. Ouais, donc j'apprends que cette personne-là, en fait, c'est mon père. On s'appelle, on se donne un rendez-vous parce que bah, lui, il aimerait bien me parler, me voir en tant que père. Et lui, il était beaucoup touché par le départ de ma mère. Il a toujours été attaché à ma mère. Voilà, on se retrouve au restaurant à midi et on parle et je lui pose les questions, quoi. Voilà, comment, pourquoi, toutes ces questions-là, quoi. Comment ça se fait, comment ça s'est passé. Ils se sont rencontrés quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ils se sont côtoyés, sauf que ma mère était plus attachée à mon paternel. Elle est tombée enceinte de moi et du coup, bah, elle a décidé à cette époque de me garder. Mon paternel a découvert en même temps aussi, le jour de ma naissance, que j'étais pas son fils, qu'il n'y avait pas de vrai lien du sang. Donc du coup, au restaurant, on parle un peu de tout ça. Le jour où on s'est revus, il était vraiment dans un état d'esprit, en fait, je viens pour t'expliquer tout, en fait, pour te dire pourquoi du comment ça s'est passé, pourquoi j'ai été toujours sur le côté, pourquoi, voilà. Et moi, avant que ma mère me dise de couper les ponts avec cette personne-là, elle prenait souvent de mes nouvelles. Elle me disait, voilà, si tu as
besoin, je suis là, t'inquiète, j'ai beau être l'ami, mais t'inquiète pas, je suis là si besoin, quoi. Moi, je pouvais que comprendre cette personne, parce qu'en fait, je me suis mis à sa place et je me suis dit, attends, t'as fait un enfant avec une personne que t'as aimée, mais cette personne-là n'a jamais voulu que ça se sache. Et en fait, lui, il a toujours suivi le jeu. Il n'a jamais pété un plomb en se disant, enfin si, une fois il a pété un plomb, il s'est dit, bon là, je commence à arriver vers la fin, je sens que niveau maladie, pareil, il n'est pas en super forme. Si jamais demain c'est la fin, moi je veux qu'il sache que je suis son père. Il le veut, voilà, il voulait le savoir, il voulait que je le sache. Voilà, je pouvais que l'accepter parce que j'avais rien contre lui en fait officiellement, parce que quand je repensais à cette histoire, je me suis dit, mais en fait, bah ouais, ça se comprend en fait. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il était comme ça. Même au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose avec laquelle j'ai un peu de mal, mais je fais en sorte d'aller vers lui, de faire un pas vers lui. Je sais que ça lui fait plaisir. Il a officialisé qu'il avait un fils, qu'il avait une petite fille, donc même auprès de ses proches, ça a été un choc aussi, parce que lui-même de son côté l'avait caché. Tout ce que je demandais du côté paternel, il fait en sorte de me le montrer, et surtout, enfin, c'est surtout rattraper les années. On se parle un petit peu souvent par message. Moi, quand on n'a pas trop de nouvelles, bah, j'essaie d'aller vers lui, lui envoyer un petit message quelques jours après. Enfin, voilà, j'y vais de bon cœur. Puis après, voilà, faut savoir que mon paternel n'est toujours pas au courant que j'ai découvert tout ça, pas au courant des relations que j'ai avec mon père biologique. Je pense pas que ça va le déranger parce que voilà, c'est quelqu'un, il se prend pas la tête. Si je sais que si là demain je l'appelle et que je lui raconte ça, on va en parler normalement. C'était quoi lui-même ses ressentis quand il a su que j'étais pas son fils. Enfin, de lui remercier aussi d'une part de pas m'avoir fait ressentir tout ça tout le long de mon enfance. J'en veux un petit peu à ma mère de m'avoir surprotégé, je pense, de ça, de tout ça. Je pense que c'est ça qu'elle appréhendait énormément. C'est que si elle me le dise, que je sois capable de couper les ponts avec elle ou de lui en vouloir. Elle a toujours gardé le secret, quoi. Elle est partie avec ce secret. Vis-à-vis de mon frère, alors lui, il est content pour moi. Il est content pour moi que ça se passe comme ça, d'une certaine manière. Lui, il le savait avant moi. Ma tante qui avait dit à ma conjointe, écoute, tout le monde le sait, pratiquement tout le monde le sait. Moi, j'étais un peu choqué. Enfin, oui, j'ai appris d'autres choses, mais après, ça c'est plus du côté héritage. Ça, ma mère, elle nous avait parlé quand on était plus jeune. Elle devait avoir 17-18 ans. Elle était forcée de faire un mariage arrangé. Ça, on l'a découvert vraiment, que c'était vraiment quelque chose de acté quand on a été à la mairie pour récupérer le certificat de décès. Donc à partir de là, poser la question aux gens de la famille. Vu que c'était une magouille, entre guillemets, faite par une personne proche de la famille, ça se protège un petit peu. Il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ils en disent, mais ils en disent pas trop. Au jour d'aujourd'hui, pareil, j'ai jamais eu de mot final ou alors les gens en question n'assument pas le fait d'avoir impliqué ma mère là-dedans. Voilà, aujourd'hui, ça nous porte préjudice parce que bah, ça fait 2 ans que l'héritage est toujours ouvert. Vu que ma mère, elle était endettée, elle a fait beaucoup de rachats de crédit, elle a eu pas mal de soucis avec les impôts. On s'est retrouvé avec une liste à plus de 150 000 € de dettes. Et heureusement que bah, derrière, elle avait souscrit à des assurances vie. Il y a le capital décès qui va aider aussi, qui va nous aider un petit peu à payer tout ce qui est frais d'avocat et tout ça. On va dire que la maison est payée avec les assurances et tout. Mais il va rester toujours un petit peu tout ce qui est crédit à la consommation qu'elle n'avait pas payé, on va payer, et puis voilà. Si on accepte ou pas l'héritage. De toute façon, on est tombé avec le notaire, à la fin, ils vont nous dire que si c'est trop en déficit, ils vont nous conseiller de ne pas prendre. C'est important, je pense, de parler, de communiquer. Moi-même, je suis quelqu'un de très renfermé. Voilà, on en apprend tous les jours sur soi-même, et je pense que c'est important de venir en parler, que ce soit avec quelqu'un d'anodin, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un de lambda, ou devant une caméra ou quoi. Je pense que ça fait du bien, et ça permet aussi de se restructurer et de faire un petit pas de recul sur ce qui s'est passé.